On est ici plus sérieusement pour vous parler de Empreinte d'émotion. C'est une table ronde qui va durer environ 1 heure où on va discuter des émotions en bande dessinée et comment qu'on crée de l'émotion et comment qu'on crée aussi avec de l'émotion, nous, dans le processus de création. Donc, pas juste le résultat, mais aussi dans le processus. C'est une table ronde qui est présentée dans le cadre de la 12e édition du Festival de la bande dessinée de Montréal, présentée par La Presse, qu'on remercie d'être là cette année. Mon nom est Catherine Emmanuel, je vais animer cette table ronde, mais je ne suis pas seule. 3 personnes sont avec moi. D'abord, Jean-Louis Tripp, bonjour. Bonjour. Courte présentation. Jean-Louis, tu as commencé la bande dessinée à 19 ans. Ici, on te connaît beaucoup pour ce que tu as fait avec Mécanique Générale, la série, pas Mécanique Générale, Non. à Casterman, la série Magasin Général. Et, mais ton premier album, c'était Le Bœuf n'était pas monde. Tu as fait Mode. Ça part mal. Ouais, je sais pas. Je pense que ça m'a tout mêlé avec les baleines. Ouais, c'est ça, c'est les baleines. Mais la bande dessinée n'est pas le seul médium que tu pratiques au niveau artistique. Peinture, sculpture, mobilier, des fresques, reportages journalistiques également. Et là, plus récemment, 2 tomes Extase, toujours chez Casterman, et Le Petit Frère, qui risque d'être l'album qu'on va parler le plus aujourd'hui. Alors, Non, mais dans ta sélection. Hein. je suis désolé. Je vais m'en aller. On a Martin Panchaud, première fois au Festival de la bande dessinée de Montréal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, bienvenue. Merci. Martin, tu viens de Suisse, tu es auteur et illustrateur. Tu as fait un projet qui est assez intéressant qui s'appelle Swan.net, Oui. qui est une adaptation dessinée de 123 mètres de long de l'épisode 4 de Star Wars, qui est en ligne depuis 2016. Et c'est comme ça que les gens t'ont un peu connu dans l'univers de la bande dessinée éloignée, l'univers. Oui, mais je suis pas sûr dans le milieu de la bande dessinée, plus milieu de Star Wars. Plus le milieu de Ouais, Star je Wars, crois puis le milieu que- web aussi, là, énormément. Oui, oui. Et là, on te reçoit surtout pour La couleur des choses, qui est paru d'abord en 2020 en Allemagne, en France en 2022, et qui a gagné le prix Emblème. Félicitations. Merci. Et on a Boom! Félicitations. Une petite joke entre les deux. Je sais pas si j'ai le droit de le dire en micro. Je vais me sentir mal. Clairement, je suis arrivée trop tard pour en profiter. Non, Jean-Louis le taquinait parce que c'était censé être mon prix. Boom! Bonjour, Boom! Allô? On te connaît pour la série Boomerie, qui était d'abord sur le web et qui maintenant qu'on a presque la série intégrale, la première partie de la série intégrale chez Glénat. Mais on te reçoit pour le dernier album chez Pau Pau qui s'appelle La Méduse. Oui. Magnifique histoire qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui perd l'usage de ses yeux. Tranquillement, pas vite, au courant de la bande dessinée. On va parler d'émotions à travers cette table ronde. Commençons tout de suite à parler du sujet. Je voulais savoir, est-ce que vous avez besoin d'abord et avant tout d'avoir vécu l'émotion pour être capable de la transmettre dans vos œuvres de bande dessinée? Est-ce que c'est une nécessité dans votre création? Boum! Bon, je pense pas, mais je pense que naturellement, on va écrire sur les émotions qu'on ressent, je pense. Je sais pas, c'est une maudite bonne question. Je suis capable d'écrire des émotions que j'ai pas nécessairement vécues, ou en tout cas pas précisément. Mais pour écrire même quand j'écris des émotions que je connais ou peu importe, là, quand j'écris une scène émotive, généralement, moi, il faut que je me mette de la musique pour me mettre dans le bon mood. Donc, si j'écris quelque chose de triste, ben, je mets de la musique triste. Généralement, je l'écoute pas tant que ça. Ça finit par juste rentrer dans mon cerveau, puis j'écris ou je dessine. Mais il faut pas qu'il y ait de paroles. Fait que c'est vraiment très précis. S'il y a des paroles, ben là, j'écoute les paroles, puis j'écris plus. Donc, instrumental, puis qui fit avec l'émotion de la scène. Probablement en boucle. Une chance, je travaille seule chez moi, donc j'emmerde personne, généralement. Parce que ça doit être très emmerdant là, d'écouter pendant 3 heures la même chanson. Mais moi, je ne l'écoute plus, mais je suis dans ma tête et tout ça. Je sais pas si ça répond à la question. Est-ce que c'est une musique qui donne une émotion? Est-ce que c'est une musique qu'on écoute qu'on sentirait triste? Oui. Oui, carrément. J'écoute beaucoup de trames sonores, de films, de jeux vidéo, d'affaires comme ça. Généralement, je me magasine une chanson, puis là, je fais ça, ça a l'air d'être bon, OK, je la mets. Des fois, ça marche pas. Puis là, en plein milieu de mon écriture, je me dis non! Là, je refais ma sélection. Puis là, je passe 1 heure à chercher. Ça fait que j'ai des journées plus ou moins productives, mais une fois que j'ai trouvé la bonne, d'habitude, ça marche.
Martin, est-ce que ça a été nécessaire d'avoir vécu un peu les émotions que Simon a vécues ou vit dans le récit de La couleur des choses? En fait, c'est une question qui est assez intéressante. Je pense pas. Je pense que c'est déjà des choses assez difficiles ce qu'il vit. Donc, je suis pas sûr d'avoir vécu ça. Et en fait, je pense qu'il s'agit plus de mettre en scène ou en image des peurs, des projections en fait de ce que ça pourrait être. Je crois plus. Mais non, je crois pas que j'ai besoin et quelque part, heureusement, parce que si on devait, pour décrire l'émotion d'un meurtre, commettre un meurtre, ça serait un peu problématique, du coup. Donc je pense que c'est presque plus pour comme un exutoire ou je sais pas. Mais c'est clair qu'on peut se mettre. Enfin, des fois, je me mets dans un état qui peut peut-être être par, je sais pas, catharsis, connexion avec ce que vivent les personnages. Les images ne bougent plus. Est-ce que tu veux que je prenne le contrôle de la télécommande puis qu'une fois de temps en temps, je la reboot? Bien, si tu veux, mais sinon, c'est censé rouler. C'est peut-être juste parce qu'il faut que je le reparte. À chaque fois, À chaque fois. je suis comme moi, je vais être à côté, ça te tente-tu? Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En fait, quand ça l'arrête, il faut juste cliquer sur la flèche. Quelle Deux flèche? fois. Il y a deux flèches. Celle de gauche, celle de droite. OK. C'est bon. Voilà. Ah, voilà. Merci. Merci, boum. Jean-Louis? Quand on est auteur de bande dessinée, auteur complet, je veux dire, on est à la fois scénariste, metteur en scène, éclairagiste, directeur de la photo et comédien. Donc on doit faire aussi de la direction d'acteurs avec nos personnages. Et donc ça, c'est-à-dire quand on parle de transcrire une émotion, ça passe beaucoup par là. C'est-à-dire il y a non seulement l'écriture, mais il y a aussi faire jouer ces personnages. Bon, pour toi, je ne sais pas. Ah, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je sais pas, je n'ai pas encore vu, mais bon, bon, en tout cas, moi je sais que je suis, non mais je veux dire, moi je suis très très attentif aux expressions de visage, au regard, à la posture des personnages. Je veux dire, un personnage vu de dos, s'il est comme ça, c'est pas la même chose que s'il est comme ça, ou s'il est. C'est un des points sur lesquels je travaille le plus. Donc en fait, il y a deux trucs. C'est que Martin dit, heureusement que c'est pas nécessaire de tuer quelqu'un pour pouvoir transcrire l'émotion de celui qui tue. Et en même temps, on ne sait pas ce que c'est que l'émotion de celui qui tue vraiment. On ne peut que l'imaginer. Enfin, je l'espère. Peut-être toi, mais Ah bah, c'est ça. Donc, ça serait intéressant de savoir quelqu'un qui a commis un meurtre, s'il est capable de retranscrire vraiment ce truc-là, parce qu'on a vu des milliers de meurtres et même des centaines de milliers de meurtres commis, et en fait, on ne sait pas si dans le lot des scènes qui ont été écrites ou des acteurs qui ont joué ça ou des metteurs en scène, il y a quelqu'un qui l'a vraiment fait. Bon. Tout ça pour dire que pour moi, il y a une différence entre la fiction et la réalité, et notamment, dans mon cas, entre la fiction et l'autobiographie. Puisque, évidemment, quand je raconte des histoires autobio, là, je sais l'émotion. Je sais exactement quelle émotion j'ai vécue et comment je veux la retransmettre. J'essaye, en fait, tout le problème, c'est comment arriver à la retransmettre de la façon le plus juste possible. Quand j'écris de la fiction, ben, des fois, je peux m'imaginer, je veux dire, quand on a fait Magasin Général, on s'est imaginé ce que c'était que d'être veuve et tenir un magasin général dans un petit village du Québec en 1926. Bah, voilà. Le personnage de Serge dans Magasin Général qui est homosexuel et qui fait son coming out, pareil, il a fallu s'imaginer, voilà. Mais on peut puiser dans des choses qu'on connaît, comme les comédiens. Au cinéma, les comédiens, ils n'ont pas forcément... Voilà. Donc il faut qu'ils puiser dans ce qu'on sait pour... J'ai fini. Voulais-tu ajouter quelque chose? Tu étais comme prêt? Martin? oui. Quand on parlait de la mise en scène, je veux juste qu'on en parle parce que c'est un élément qu'on pourrait croire qu'il n'y a pas de mise en scène dans ton œuvre. C'est tout le contraire. Peux-tu nous parler un peu de justement comment tu travailles ta mise en scène pour qu'il y ait quelque chose qui se passe entre les personnages, pour qu'il y ait une attention? C'est réfléchi tout ça.
Oui, alors peut-être pour ceux qui l'ont pas lu ou qui voient pas ce que je fais, en fait tous mes personnages sont représentés par des formes géométriques, des ronds de couleurs différentes que je nomme et que je fais dialoguer avec des phylactères. Et en fait, du fait qu'ils parlent, ils prennent vie et en fait on se lie d'empathie avec ces personnages en fait. Je trouve ça dommage, je pense qu'on n'a pas de... Continue. On n'a pas de- Non, non, mais il va repartir, mais on n'a pas d'aperçu. Oui, De la planche. ça va venir. Je l'ai juste pas vu. Et en fait, pour un peu faire une analogie, c'est un peu comme le Petit Prince avec l'idée du mouton. C'est une boîte dans laquelle le mouton que tu veux est dedans. Et c'est un peu ce système-là que j'utilise. Donc en fait, il y a un système de projection qui est assez fort du lecteur sur ces personnages. Et donc il y a ce travail d'interprétation des corps, des visages, des expressions. Et donc la mise en scène, elle passe par le rythme des cases, le cadrage. Il y a des moments où je mets des moments de pause, où je resserre sur certains personnages, donc je resserre sur des ronds, hein, pour être plus précis. Mais à travers des cases qui sont muettes, simplement avec une forme géométrique, eh ben, on peut se dire, on peut se projeter ses émotions, qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là, son vécu et tout ça. Donc ça joue à peu d'éléments, mais en même temps, le lecteur est assez éduqué en fait pour faire ce travail de traduction des émotions, d'empathie en fait. Ben, Donc, complètement. Il y a une dimension ouipienne très forte dedans, quand même, non? Oubapienne Ouais, enfin, oubapienne, pardon, j'ai dit oulipienne, mais oubapienne en l'occurrence. Oui. Oui et non, parce qu'en fait, ça pourrait paraître pour quelque chose de très opaque, mais en fait, dès le début, on comprend le système. Mais c'est un peu comme ce jeu du texte où... Non, mais ma question, c'était, est-ce qu'il y a quelque... Ouais. Est-ce que c'est une contrainte que tu t'es imposée au début? Tu t'es dit, je vais faire un truc comme ça, ou est-ce que, tu vois, est-ce que c'est une décision avant et... Alors, il y a d'abord eu la forme. En fait, j'ai trouvé ce système de langage, finalement, qui marchait bien, et je me suis dit, mais... Ok, j'ai fait des petites histoires, j'ai fait des blagounettes. Maintenant, j'aimerais avoir une histoire plus solide, plus dense. Et comment, avec cette contrainte de toujours représenter les corps par des formes géométriques, raconter une histoire complexe. Donc c'est ça la chose. Mais alors, on peut voir ça peut-être comme une contrainte. Pour moi, c'est plutôt une sorte de libération parce que je n'ai pas ton talent de dessinateur. Non, mais enfin, il faut quand même avoir un certain niveau. Et pour moi, ça me permettait de dire ce que j'avais envie de dire tout en faisant ce petit détour comme ça d'être juste. Parce que je pense que tu parles de justesse des corps, des visages, des expressions. Et je pense que... Mais t'as pas ce souci. J'ai pas ce souci. Mais il y a eu beaucoup parce qu'on parle de est-ce que c'est nécessaire d'avoir l'émotion pour être capable de créer ensuite. Boum. Merci beaucoup. Il y a cet effet de... Je trouve ça intéressant que Martin parle. Les gens vont faire le reste. Ils vont faire la suite de l'histoire. Ils vont s'identifier dans les ronds et compléter le rythme. Est-ce qu'il y a cette pensée-là quand tu crées toi aussi? Parce qu'on s'entend que c'est pas tout le commun des mortels qui va vivre avec une situation de perdre la vue. Donc, étant donné que c'est quand même une minorité de personnes, comment fais-tu pour être capable de rejoindre émotivement beaucoup de gens? Parce qu'il y a eu beaucoup de succès, ce livre. Donc, comment tu fais pour créer cette projection du lecteur? Ben, j'ai rendu le lecteur aveugle. Donc, comme on disait, mon personnage a une méduse dans l'œil. C'est une métaphore, dans le fond. C'est la dégénérescence visuelle, dans le fond. J'ai inventé une maladie. Là. Il y a des gens qui m'écrivent « Pouvez-vous me donner le nom scientifique de cette maladie, la méduse? » Non, c'est une métaphore. Là. Ça peut être la méduse que tu veux, la maladie que tu veux. Mais c'est un choix délibéré de faire que la méduse flotte autour du personnage. Parce que oui, c'est dans son œil, donc il y a juste elle qui la voit. Les autres personnages, ils ne voient pas les méduses. Il y a quelques cases où on voit le personnage principal sans méduse parce que c'est la vision des autres qu'ils se demandent pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait. Mais elle, dans le fond, c'est parce qu'elle a de la misère à voir. Mais bon, au fil du livre, les pages, les cases se recouvrent de méduses et donc la lecture devient de plus en plus difficile pour le lecteur. Mon but, c'était que vers la... C'est pas un spoiler, là. Il y a de plus en plus de méduses, ça devient compliqué à la fin. Je voulais que le lecteur ait de la difficulté à lire mon livre. Je voulais qu'à la fin de la page, il soit obligé de la recommencer. Le texte, non, parce que le texte est très clair, parce qu'elle n'a pas de problème d'ouïe. Donc, les phylactères sont intacts.
mais j'ai beaucoup de pages sans dialogue, très lentes, très introspectives, où le personnage, c'est un deuil qu'il faut qu'elle fasse, elle est malheureuse, parce que c'est le deuil de sa vie d'avant, le deuil d'une certaine part d'autonomie. Donc, c'est extrêmement lent, extrêmement introspectif. On voit des mains, des close-ups de mains qu'elle cherche dans un tiroir, mais on voit rien. Finalement, j'ai tassé les méduses assez pour qu'on voit le tiroir est vide, il faut qu'elle se trouve un couteau ailleurs pour se beurrer une tranche de pain. Tu sais, c'est vraiment banal, mais je voulais que les gens prennent le temps de vivre un moment anodin, un moment ordinaire, mais en ayant de la misère à voir. Puis ça a marché, parce que j'ai beaucoup de lecteurs qui me disent « j'avais envie de gratter les méduses ». Il y a des gens qui disaient « j'avais l'impression qu'en regardant de côté, j'allais finir par voir en dessous ». Donc, je pense qu'en faisant vivre l'expérience de la cécité aux lecteurs, c'était plus facile de les rejoindre. Puis, moi, ça me touche particulièrement parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes oculaires. J'ai perdu la vision. Je suis aveugle d'un œil maintenant. Ça fait 2 ans que j'ai perdu mon œil droit. Donc, ça part de là. Donc, je voulais un peu partager une partie de ma réalité avec les gens. Donc, ça les rejoint. Est-ce que j'ai répondu à la question? Mais tu notes quelque chose d'important, c'est-à-dire pour être capable de transmettre une émotion, il faut la faire vivre. Et Jean-Louis, j'ai l'impression que dans ton livre, il y a ça aussi, là. On vit l'accident du début à la fin, on vit l'entièreté de l'émotion de chacun des personnages. Alors, en fait, ça, c'est d'une manière générale, ma manière de faire de l'autobiographie, c'est toujours la même, parce que c'est la même chose pour Extase, c'est la même chose pour le petit frère, et pour ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est pareil. C'est-à-dire que je raconte quelque chose qui m'est arrivé, et j'essaye de me connecter aux émotions que j'ai vécues au moment où ça s'est produit. Et ensuite, alors ça, il y a une ligne temporelle, on va dire, qui est extrêmement précise. Il s'est passé tel événement, tel jour à telle heure. On peut le vérifier, ça existe, ça c'est bon, voilà. Et ensuite, j'essaye par tous les moyens possibles auxquels je peux avoir recours dans le vocabulaire très large de la bande dessinée, j'essaye de trouver les moyens, le moyen le plus adapté pour faire partager cette émotion. Donc, des fois, ça passe par une scène dialoguée, tout bêtement. Des fois, ça passe par une double page complètement éclatée. Des fois, il faut du texte. Des fois, il faut des dialogues. Des fois, il faut juste un texte off. Des fois, il faut rien. Des fois, il faut juste un gros plan. Des fois, il faut 10 pages sans rien pour exprimer quelque chose. Et voilà. Et ça, je me préoccupe... Enfin, je veux dire, là, je ne me pose pas de questions de quoi que ce soit d'autre que de ça. Faire vivre ce truc-là. Et par contre, je rajoute un truc, c'est que en fait, les émotions que je raconte sont uniquement mes émotions à moi. C'est-à-dire que si on voit les émotions des autres, c'est parce qu'elles sont dans mon regard. Jamais, à aucun moment, je n'attribue, par exemple, une bulle de pensée à un autre personnage que moi. Le texte off, c'est toujours moi. Le texte off qui traduit ma pensée, en fait. C'est toujours moi. Et en fait, si on demandait à mon frère, par exemple, de raconter cette histoire, il ne raconterait pas la même. Par contre, sur le côté factuel, oui. Et encore. Le côté factuel, c'est que mon frère est mort tel jour à telle heure. Ça, c'est clair, de telle façon. Mais après, tout de suite après, les souvenirs divergent. Voilà, les siens sont par définition pas les mêmes que les miens parce qu'il n'était pas exactement au même endroit, il n'a pas vécu les choses de la même façon, il n'avait pas le même âge, il n'avait pas le même rôle dans cette histoire-là, etc., etc. Donc voilà. Donc, si on réfléchit pour réussir à créer de l'émotion en bande dessinée, est-ce qu'il faut que le personnage principal alors soit celui qui va vivre le plus d'émotions dans notre récit? Martin, c'est Simon qui est la victime de l'histoire, quoique il y a la mère qui va vivre toutes sortes de choses aussi, le père. Mais est-ce qu'il faut que l'émotion passe par le personnage principal pour être capable d'avoir un récit émotif? Je ne sais pas. Je pense pas que la réponse est définitive. Je pense pas. Enfin, j'espère pas. J'imagine. Il y a plusieurs solutions finalement. Pour moi, c'était faire vivre cette histoire à travers ce personnage-là. C'est vraiment à travers lui qu'on vit. Il est présent sur toutes les scènes. C'est à travers sa vision de tous ces événements qu'on suit cette aventure. Et donc c'est forcément par lui que ça passe. Mais il a aussi affaire à d'autres conflits autour de lui qui ne sont pas ses propres émotions finalement. Donc
Donc à voir où est le pôle, c'est assez... Je pense que le pôle empathique, il est sur Simon. Mais après, en fait, il y a un moment donné où je me rends compte aussi peut-être avec ce type de langage, c'est que je ne maîtrise pas toute l'interprétation qu'on en fait de ce livre. C'est-à-dire que certains me disent, par exemple, que c'est un livre très drôle, qu'ils ont bidonné de A à Z et que c'était très marrant. D'autres me disent que c'est une histoire horrible, qui finit très mal et comment on peut être aussi noir dans un récit. Et d'autres me disent, bah, c'est parfois drôle, parfois triste. Enfin, et je me rends compte que finalement, c'est aussi un travail d'interprétation. Est-ce que c'est parce que justement, on peut moins... Il y a tellement peu de détails, visage et tout, qu'on se projette automatiquement. Il n'y a pas la barrière de l'autre. Oui, mais ça, c'était c'est quelqu'un qui disait, en fait, c'est pour ça que la littérature fait autant de débat, parce que l'expérience qu'on a dans un livre littéraire, ou même d'une bande dessinée, est très personnelle, et du fait, on est en train de confronter son expérience de lecture avec d'autres, même si on avait lu la même histoire. Et je pense que c'est aussi ce propre-là, en fait, à quelque part. Quelque chose qu'on peut peut-être moins faire avec le cinéma, où vraiment on peut voir les mêmes acteurs vivre les mêmes choses à la seconde près. Enfin, peut-être c'est... Moi, je suis très convaincu que les réactions des lecteurs à un bouquin parlent d'eux et pas de l'auteur. Hein. Moi, je l'ai vécu ça avec, possible, aussi bien avec Extase qu'avec Le Petit Frère. Avec Extase, c'est particulièrement flagrant. Ce que me disent les gens, ça ne parle pas de moi. Ça parle de eux, de comment ils lisent le bouquin avec leur propre vécu. Alors, des fois, c'est formidable. Comment ça se fait que ce bouquin n'est pas remboursé par l'assurance maladie, etc., etc. Tu vois. Et d'autres fois, c'est pas du tout. Tu sens que c'est pas ça, quoi. Et ça parle pas de moi, parce que moi, c'est toujours la même histoire. Mais par contre, pour toi, je trouve ça très curieux, ce truc. Tu vois, cette manière que les lecteurs dont les lecteurs vont investir ton histoire. C'est qu'il n'y a pas d'émotion sur les visages pour les guider, donc ils vont transposer leur propre émotion dessus. Ça fait que l'expérience va être vraiment différente pour tout le monde, finalement. Oui, je pense aussi. Mais je pense que c'est comme ça pour une BD en général, mais la tienne particulièrement. Moi, je serais curieux de savoir ce que donnerait un Extase dessiné par toi. C'est juste des cercles collés, tout le long. Tu vois? Un peu un par-dessus l'autre. Je lis la version ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Gabriel, est-ce qu'on peut brancher le Mac? Non, hein? L'adaptateur. Mais... est-ce que, boum, il y a des réactions du public qui t'ont semblé off? Comme Martin parlait tout à l'heure, de dire, les gens qui m'ont dit ils se sont bidonnés ou complètement tristes, puis c'est pas du tout qu'est-ce qu'ils s'attendaient. Est-ce que tu as vécu le même genre d'expérience? C'est pas obligé d'être dans la Méduse, mais dans ton autre expérience en tant que BDiste? Oui, ben là, c'est vaste. Comme dans mon expérience en général, j'imagine que oui. J'ai peut-être pas d'exemple concret. Pour la Méduse, ben, c'est plus récent. J'ai surtout eu des retours de gens qui... Certains ont des problèmes visuels, donc ça les a particulièrement rejoints. D'autres connaissent quelqu'un. Mon père, il voit plus très bien, fait que ça m'a rapproché de lui, ou peu importe. Il y en a qui ont interprété ça comme une autre maladie complètement. Il y en a qui ont dit que ça ressemble à la dépression. Ils ont interprété ça à quelque chose qui leur était plus familier, j'ai l'impression. Je sais pas. Ça a l'air qu'il y a des gens qui ont trouvé que mon personnage principal était particulièrement plat, qu'il n'y avait pas de personnalité. Puis moi, je me disais, me semble que c'est juste elle tout le long, donc si elle n'a pas de personnalité, j'ai raté quelque part. Mais c'est vraiment des minorités. Ça m'a semblé off. De la question que tu posais tout à l'heure sur le personnage principal, c'est la Méduse qui incarne mieux ça, parce que ça, c'est vraiment entièrement centré sur le personnage principal, et c'est elle qui porte tout. Qui porte tout le récit. Moi, dans Le Petit Frère, c'est plus dilué. Et pour Martin, je ne sais pas, c'est encore autre chose. Mais dans La Méduse, il y a quand même aussi les personnages des gens qui sont autour. Ou peut-être l'interaction. Oui, mais il n'y a aucune scène où le personnage principal n'est pas là. C'est ça. Elle est toujours là. Mais est-ce qu'il y a certaines réactions qui peuvent être frustrantes du public? T'sais, quand ce n'était pas du tout une intention, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient aller dans la pitié, ces zones-là, puis vous dire, non, l'œuvre n'a pas été faite pour ça. Est-ce que ça se peut, ça, des réactions émotives non souhaitées? Ça se peut. Je ne sais pas si c'est... J'ai pas d'exemple. Je pense que oui, là, on ne peut pas plaire à tout le monde. On peut pas...
La bande dessinée, c'est un langage. Hein. C'est pas tout le monde qui parle le même langage, je pense. Il y en a qui parlent pas vraiment non plus, puis que pour eux, c'est très abstrait. Puis là, tu leur présenterais la méduse avec plein de tâches, puis ils feraient « je peux pas lire, tant pis ». Mais en même temps, moi, que les gens vivent des émotions, même si c'est des émotions négatives, je pense que c'est quasiment souhaitable. Je pense que le pire, ça serait de dire justement que mon personnage est plat ou que le livre est ennuyeux. J'aime mieux que le livre choque. J'aime mieux que le livre soit profondément mauvais, que la personne s'en rappelle toute sa vie. Mais j'ai pas eu ces commentaires-là. Jean-Louis, ça t'es-tu arrivé de dire « Ah, mais c'était vraiment pas ça l'objectif de mon œuvre, émotivement parlant? » Que les émotions soient mal interprétées? Non. Ben, c'est-à-dire... Bon, là, je reste sur la partie autobio, c'est-à-dire à partir d'Extase. Parce que Magasin Général, c'est autre chose. Magasin Général, c'était une espèce de bonbon que les gens recevaient au moment des fêtes de fin d'année, puis tous les ans, pendant des années. Et quand la série s'est arrêtée, on a eu des gens qui pleuraient en disant c'est fini, je ne vais plus avoir mon Magasin Général à Noël, etc., etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais sur la partie récente, non, il y a eu beaucoup... Enfin, disons que sur Extase, il y a des gens où je vois qu'ils n'osent pas s'approcher du bouquin à moins de 2 mètres parce qu'ils ont peur que ça les... Est-ce que tout le monde sait de quoi Extase parle? Extase, c'est... Pardon. Vas-y. Alors, De sexe. Extase... En fait, j'ai commencé avec Extase et poursuivi avec Le Petit Frère, un travail que je continue à faire en ce moment, qui est un travail qui questionne ce qui nous construit. Donc, sous la forme autobiographique. Donc, Extase, ça questionne la sexualité sous la forme autobiographique. Donc voilà, je raconte à peu près tout, enfin, même tout. Depuis l'âge de 10 ans jusqu'à... Bon, voilà. Mon intention, c'est de continuer jusqu'à le plus tard possible, quoi. Tant qu'il y a une sexualité, en tout cas. On ne sait pas jusqu'à quand ça peut durer, mais je suis assez curieux de voir ça. Donc, voilà. Et puis, et Le Petit Frère, c'est donc sur le décès de mon frère en 1976, quand il avait 11 ans et moi 18. Voilà. Donc c'est ça que ça... Donc là, évidemment, je brasse des émotions, aussi bien sur le touchant la sexualité que touchant la mort, je brasse des émotions extrêmement... Voilà, ça résonne beaucoup, quoi. Donc, il n'y a pas tellement de méprise, je pense. La méprise pour Le Petit Frère, ça serait vraiment déplacé, je pense. Oui, ça serait très déplacé, effectivement. Je ne vais pas dire de détails, mais c'est d'accord. tragique. Ouais. Puis si quelqu'un arrive avec une émotion de dégoût, ben, je pense que cette personne a un problème. Ouais, mais tu vois, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une différence entre les gens, parce que tu disais un truc qui ressemblait à ça tout à l'heure, entre les gens qui ont vécu quelque chose comme ça et les gens qui ne l'ont pas vécu. Parce que aussi bien pour toi, enfin pour ton bouquin et pour toi, ton histoire de deuil, c'est une expérience. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne l'a pas vécu ne peut pas savoir ce que c'est. Il peut imaginer, il peut être en empathie autant qu'il veut, mais il ne sait pas ce que c'est. Voilà, moi c'est ça que je prétends. On fait de notre mieux pour l'illustrer puis le raconter. Toi, tu as essayé de partager ça comme moi j'ai essayé de partager ce que c'est que de perdre quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir, qui n'est pas en âge de mourir. Voilà. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose quand quelqu'un l'a vécu et quand quelqu'un ne l'a pas vécu. Quand quelqu'un l'a vécu, tu sais tout de suite que, OK, on sait de quoi on parle. Est-ce que cet effet-là, Martin, dans ton œuvre, parce que il y a quand même une forme de deuil, là. Simon, il va perdre je ne veux pas dire de punch, mais il va perdre quelqu'un proche. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir avec justement cet effet-là de j'ai plus connecté émotivement parce que j'ai vécu des choses similaires? Alors, non, moins. Mais en fait, ce qui arrive plus chez moi, c'est justement qu'on parle de la forme. Et de ce rapport de ça match ou ça match pas. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure, justement, c'est que c'est un langage. Et j'ai eu des réactions très fortes sur mais comment osez-vous, quoi. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous cherchez à remplacer? Et ça, je suis offusqué. Voilà, j'ai eu des haters. Alors moi, j'ai un haters que j'aime beaucoup, qui m'a écrit le 27 décembre. À mon avis, il a d'autres choses à régler, mais vraiment, il m'a écrit pourquoi mon livre était un gâchis de CO2, que ça prenait de la place. Enfin, ça c'était avant le Fauve d'or. C'était avant le Fauve d'or.
Ah, mais je pense que le Fauve d'Or, ça a décuplé le Ah, ben temps, oui, mais c'est pour ça que je vraiment, pense ça. Il devait fulminer. Ah oui, moi j'ai vu des trucs passer quand même assez, Oui. assez gratinés. Ouais. Mais quelqu'un me disait, alors moi, faut dire que je suis un grand dyslexique, donc moi, l'abord du texte même courant, contemporain, j'ai de la peine à l'aborder normalement. Donc on revient sur l'expérience qu'on a, l'expérience de lecture ou de deuil ou de la perte, enfin, de ce travail-là. Et une lectrice m'avait dit, mais en fait, vous nous imposez ce que vous avez vécu, c'est-à-dire un langage où on doit repenser en fait sa manière de voir les choses pour pouvoir entrer dedans. Et quelque chose que j'avais pas pensé du coup. Mais je pense que voilà, la réaction forte, elle est plutôt à ce niveau-là, plutôt que enfin voilà, j'ai eu assez peu de témoignages de personnes qui ont vécu ça, quoi. Mais c'est intéressant, c'est comme si on n'avait pas le choix de Ah oui, se c'est- projeter pour sentir quelque chose Dans, dans ton œuvre. Bah oui, c'est une barrière à l'entrée en fait. Il y a soit on rentre dedans, soit on est éjecté, mais il n'y a pas de. Et généralement, les gens se disent non, mais c'est pas pour moi. Je l'ai mis de côté pendant 3 mois, puis je suis revenu par hasard et je l'ai lu d'une traite. Des fois, il faut y revenir parce qu'une fois qu'on passe ce gap et qu'on comprend le système, en fait, ça marche très bien. Tout le monde est équipé pour lire ce langage en fait. Est-ce que le choix des formes, le choix graphique a une influence sur les émotions vécues? Est-ce que le fait que ça soit rond, rouge... Tu sais, souvent on dit que la couleur rouge va générer de la colère, par exemple, le bleu va apaiser. Est-ce que tu as senti ça dans ta création? Non, pas du tout. En fait, pour les choix des personnages, j'étais vraiment en mode plus comme ça. Mais Plus comme ça. est-ce que je l'ai pas lu, je suis désolée. Non, Pas mais encore. Est-ce que les personnages changent de couleur? non. Ben, c'est ce que je pense aussi, c'est ce que j'aurais fait à faire. Je veux dire, j'ai pas fait de BD comme ça, mais Ouais. je pense que pour garder ça le plus clair possible, changer de couleur, ça impliquerait probablement qu'on perdrait des lecteurs. Oui, en oui, chemin. complètement. Comme c'est qui ça finalement? À moins qu'il soit tout le temps écrit comme Simon, 2 points. Oui, oui. Non, en fait, En même temps, c'est un défi intéressant d'imaginer une histoire justement où les personnages vont changer de couleur en fonction des émotions. Il faut, à chaque page, il faut les relocaliser. Ah, ben, je sais pas, il faut, Voilà, il on faut va qu'ils aient travailler des formes ensemble différentes, peut-être. Tu vois? mais oui, mais en fait, ça ouvre un spectre Ah oui. de recherche qui est assez intéressant. Ah ouais. C'est pour ça que j'en ai pas fini, qu'il y a encore des choses à faire. D'accord. Mais c'est clair, en fait, alors moi, un gros souci que j'avais, c'est de garder ce lien avec le lecteur. Pas qu'il abandonne, qu'il dise non, mais j'y comprends rien, non, mais ça me parle pas. Et c'était ce travail qui était presque le plus long, c'est de garder ce lien émotionnel, de toujours lui faire vivre des trucs qui doivent être assez puissants pour lui dire bon, bah, je veux savoir, je veux continuer l'expérience. Moi, ce que je trouverais intéressant, je ne sais pas si tu as ce genre d'infos, mais c'est de savoir c'est qui tes lecteurs là-dessus. C'est-à-dire, quelle est la part, par exemple, des lecteurs de bande dessinée, là, Ouais. les purs lecteurs de bande dessinée qui sont allés là-dedans, et des lecteurs qui sont plus des lecteurs de littérature, tu vois. Parce que dans le fond, quelqu'un qui lit un bouquin, sans images, Ouais. il y a du texte, il faut projeter les trucs, il faut Ouais, ouais. s'imaginer, etc., etc. Donc moi, je trouve intéressant. Ton truc, c'est que c'est une espèce de moyen, enfin de mélange comme ça, tu vois, d'exploration d'un langage qui est quelque part entre les deux. Et c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve. Enfin, Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est cet espace justement. comme tu vois, Posy Simons, je sais pas si tu vois qui c'est, Posy Simons. Posy Simons. Ah, alors Posy Simons, c'est une autrice pour laquelle, depuis qu'on peut voter pour Angoulême pour le Grand Prix, je vote pour elle. D'accord. Elle a en général 5-6 voix, la mienne, elle est là depuis toujours. Posy Simons, c'est une très très grande autrice anglaise, mais vraiment, qui a inventé quelque chose parce que elle a trouvé un mode narratif qui est une espèce d'intermédiaire entre la littérature et la bande dessinée. Ok. Et il faut vraiment lire ça chez De Noël Graphics. Si je t'encourage à le lire, toi, tu devrais regarder ça parce que c'est intéressant. C'est une autre manière de chercher, mais tu vois. Mais il y a quelque chose de différent du livre dans le sens que tu as des références assez rapidement de qu'est-ce qui se passe dans le dessin. Il y a de la mise en scène des personnages que tu n'as pas dans un livre. Donc, quelque chose qui est plus rapide pour comprendre l'histoire, qui laisse peut-être plus de temps à vivre des émotions, justement. Il y a comme cet effet-là du dessin qui nous absorbe. Je peux te poser une question si tu veux, Une question Martin? pour toi. Oui. Non, c'était plus un commentaire. Au niveau de la façon dont c'est travaillé, est-ce
est-ce qu'à un certain moment donné, ça peut s'épuiser? Tu sais, tu dis, je voulais m'assurer que mes lecteurs partent pas de mon œuvre, restent accrochés à tout ça. Tu donnes beaucoup de détails techniques. Tu vas mettre des flèches, voici telle personne, voici un chien, voici une bière. Donc, il y a beaucoup d'explications. Comment on fait pour s'assurer que l'explication qu'on donne dans une bande dessinée, l'information, ne va pas tuer l'émotion, qu'on va être capable de la garder? Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Boum, tout à l'heure, tu disais, j'ai pas voulu aller dans les détails de la maladie nécessairement. Les gens me posent, c'est quoi le nom de la méduse et tout. Pourtant, tu sais, il y a comme un effet qu'on va pas préciser trop les choses techniques pour laisser vivre l'émotion. Mais je me retourne encore à toi, Martin, pour introduire cette question-là. Est-ce que c'est un équilibre à trouver? Est-ce que ça a été un équilibre à trouver pour toi de ne pas tuer l'émotion en te donnant trop d'infos? Oui, alors en fait, après, il y a ce qu'on veut faire vivre, et puis après, il y a la technique, qui est la technique pure et dure. Et pour ça, en fait, je m'appuie en fait sur tout ça, c'est-à-dire... En fait, c'est créer des ruptures, créer des surprises. Et en fait, ces moments où je donne des schémas techniques, où je parle de la baleine, ça crée des moments de pause pour après un peu adoucir le lecteur, pour après l'amener vers une autre sensation plus forte. Et donc, en fait, ça m'aide en fait à construire mon récit et comme ça. Mais c'est toujours un jeu même entre les dialogues. En fait, faut jamais écrire ce qu'on va s'imaginer qu'il va dire, mais toujours être un peu surprenant, raconter de ce personnage. Et c'est en fait ce jeu-là, mais une fois qu'on a là où on veut aller, voilà. Après, enfin, pour moi, c'était beaucoup d'écriture, de réécriture, et puis j'avais un groupe de lecteurs qui me faisaient des retours sur ça. Et puis voilà, c'est un chemin qui était un peu tortueux pour arriver à ce livre, donc il y a eu beaucoup d'expériences sur le tard à faire. Boum, est-ce que c'est quelque chose qui était volontaire de réduire au maximum un peu les informations pour capter plus fort l'émotion? Oui, là, je pense que tu dois faire référence à la scène du diagnostic. Non? Mais tu sais, ou ne Ben, serait-ce que tous les détails de ce qu'elle vit. On est plus avec ce qu'elle ressent que ce qu'elle comprend. Comme ça. Oui, je pense qu'elle comprend, mais on n'a pas besoin d'aller dans les détails nécessairement. Là, je vais expliquer ma scène du diagnostic un peu quand même. Donc, le personnage suit un paquet de spécialistes. Ça commence, dans le fond, c'est parce que c'est ça que j'ai vécu. On commence avec l'optométriste qui nous envoie chez un ophtalmo. Finalement, on finit à l'hôpital avec des ophtalmologistes à l'hôpital, puis une grosse équipe. Puis, toute la scène du diagnostic, il n'y a pas de dialogue. On les voit parler, mais on n'a pas besoin... J'avais pas non plus envie d'aller dans un détail, puis justement, de nommer une maladie fictive ou non. J'avais pas envie. J'aurais probablement dit des niaiseries de toute façon. Il aurait fallu que je demande à mon ophtalmo, à moi, peux-tu m'aider? Non. On est dans l'émotion. On n'a pas besoin d'affaires comme ça, comme des noms de maladies en latin. Là. C'était superflu. Puis je trouve que l'émotion est beaucoup plus ressentie comme ça. On s'imagine ce qu'on veut, finalement. La réponse n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'après. C'est la résolution. C'est le processus qui vient après. Donc oui, j'ai fait exprès. C'était réfléchi. Jean-Louis, je pense au gros plan dans l'œuvre Le Petit Frère, le gros plan sur les visages, les larmes. Est-ce qu'il y a eu un désir d'épurer, pas juste le texte, mais ne serait-ce qu'informer de ce qui se passe, de vraiment juste laisser l'émotion être sans l'expliquer, sans dire voici ce qui se passe, sans mettre un dialogue en deux personnes qui se disent qu'ils sont tristes. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la question qui se pose toujours, c'est comment, par quel moyen, quel est le moyen le plus juste, le plus approprié pour partager l'émotion sur cette scène-là, cette émotion-là précisément. Alors évidemment que l'histoire des gros plans avec les yeux, voilà. Alors, dans Magasin Général, j'avais beaucoup travaillé sur l'œil qui est au bord des larmes. Dans le tome 1 de Magasin Général, Marie, elle est constamment au bord des larmes. Ça coule pas vraiment, mais donc j'avais bien peaufiner ma technique du petit reflet, tu vois, le petit reflet dans l'œil qui donne l'impression qu'elle va pleurer, mais pas tout à fait. Donc ça, je l'ai utilisé. Mais là, le défi dans Le Petit Frère, c'est que, Extase, j'ai beaucoup utilisé le recul humoristique, c'est-à-dire l'autodérision, voilà. Ça fonctionne beaucoup sur l'humour. Et l'autodérision, notamment. Le Petit Frère, il y a zéro place pour l'humour.
ce que tu disais tout à l'heure, vraiment, ça passe pas. Et là, je me suis trouvé confronté à ce problème-là, qui est comment est-ce que tu fais pour représenter des gens qui pleurent, mais pas qui pleurent un peu là, qui pleurent leur vie là. Parce que dans la vraie vie, c'est ça, quand il se passe une histoire comme ça. Pendant 350 pages. Voilà, tu pleures ta vie et tu as la morve qui coule et tu peux plus t'arrêter. Tu sais, c'est vraiment le truc, les pleurs de désespoir. Comment tu fais pour représenter ça en bande dessinée, sachant que le dessin, il va falloir que tu dessines soit des gouttes c'est-à-dire des trucs qui partent... Comme les Japonais, là, tu sais, qui ont des rivières de pleurs. C'est là. ça. Moi, j'ai fait des rivières. Ça d'épais. Ouais. Donc, comment tu fais pour faire ça sans que ça soit ridicule, sans que ça te sorte de l'histoire, sans que le lecteur, en gardant le lecteur, tu vois. Ben, en fait, j'en sais rien, je l'ai fait. Je l'ai fait au pif, en me disant, bon, ben là, là, je pense que ça peut passer comme ça. Puis bon, quand tu es au cinéma, tu as des acteurs. Tu as des acteurs qui vont jouer ce genre de truc. Les acteurs... on va s'identifier tout de suite au jeu. Voilà. Là, il faut trouver d'autres moyens. Et la bande dessinée, c'est là que tu te rends compte que la bande dessinée, c'est un truc formidable, parce qu'il y a des moyens, mais c'est incroyable la richesse des moyens qu'on peut utiliser ou inventer, voire, la preuve pour toi. Tu vois, parce que moi, je n'ai pas inventé grand-chose, mais je recycle, bon, voilà. Voilà. Mais des fois, ça passe par les gros plans sur les yeux, ou les regards perdus, tu vois, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça, le regard qui se tournait vers l'intérieur aussi, tu vois, cette espèce de Comment regard. fais-tu? Est-ce que tu observes? Eh ben, je sais pas. Non? Je sais pas, mais je me rends compte que je sais le faire pas mal, mais je sais pas comment. Non, mais quand on fait de la BD, pour vrai, on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait la majorité du temps. On essaie quelque chose, puis on dit, je pense que ça marche, puis on est tout seul chez soi, on envoie ça à l'éditeur en faisant, ça fait 4 ans que je travaille là-dessus, arrange-toi. Est-ce que tu as travaillé le physique de tes personnages, ce que Jean-Paul disait, d'essayer d'aller chercher la tristesse, les émotions physiquement? Comment tu t'es pris? Je me mettais des chansons tristes. J'ai dessiné des gens qui pleurent. J'ai déjà pleuré, donc je sais de quoi ça a l'air. Mais il y avait beaucoup de scènes dans mon livre où il y avait de la proximité. Des gens entrelacés qui essayent de se soutenir, de se consoler, mais en même temps, est-ce que ça marche vraiment? Parce qu'il y en a une qui souffre, puis l'autre est extérieure à ça. T'sais, oui, elle l'aime, puis elle veut l'aider, mais elle comprend pas, finalement. Puis elle pourra jamais comprendre. Non, je pense que j'ai juste laissé aller ce que je pensais qui était... Mais comme ça vient quand même d'une émotion que je connais partiellement, je sais pas. Je sais pas ce que je dis, finalement. Est-ce que c'est plus difficile de dessiner un corps qui est triste, qui pleure, versus un corps qui est très joyeux, très heureux? Non. C'est dans les extrêmes, le dynamisme de la pose. Mais moi, j'ai un background en dessin animé. J'étais très dans les extrêmes tout le temps. Fait que oui, l'extrême joie versus l'extrême tristesse, ça a juste été dosé. C'est mon livre le moins cartoon. Non, j'ai quand même fait La Petite Révolution qui est pas très cartoon. Il y a des gens qui meurent. Bref, c'est moins cartoon que ce qu'on m'a connu, que la série pour laquelle on me connaît. Je sais pas. Non, j'y vais au pif, puis je croise les doigts que les gens lisent bien l'émotion en général. C'est tout le temps un peu l'essai-erreur, faire un livre, finalement. Complètement. Martin, est-ce que ça t'a manqué de pouvoir aller chercher des émotions de tes personnages en n'ayant que des ronds, de pouvoir aller chercher des larmes, des corps recroquevillés, Oui, alors, en fait, c'est ça qui était c'était presque un défi, c'était que en fait, il y a un moment donné où j'ai écrit cette histoire sans penser au langage. Je me suis dit, après, tu vas te débrouiller pour faire en sorte que ça marche. Et oui, il y a des moments où je me suis dit, mais en fait, c'est trop simple de juste écrire ouin ouin pour dire quelqu'un qui pleure. Et peut-être faut trouver autre chose, faut trouver des mots avant, faut trouver des mots après, faut essayer de trouver des temps de silence. Enfin, il y a un moment où il faut aménager comme ça l'émotion. Et oui, en fait, une des grandes difficultés
que j'avais à ces moments-là aussi pour montrer des subtilités, des gestes, peut-être des regards, des moments de tension. C'est que j'avais pas de modèle. Je pouvais pas voir comment d'autres auteurs faisaient parce que eux, ils avaient les corps, ils avaient tout un vocabulaire que j'avais pas. Et donc voilà, il y a des moments où par exemple, il y a un moment donné où j'avais une silhouette d'un corps qui était utilisé dans le monde médical pour exprimer les points de douleur et tout ça, que je mettais un peu partout pour exprimer ça. Puis je me suis dit, mais non, en fait, parce que rien que cette silhouette en raconte déjà trop sur le personnage. Et donc, j'ai viré tout ça et j'ai tâché de remplacer par autre chose pour être plus précis. Donc, c'est toujours cette contrainte qui oblige à trouver des solutions différentes. Et voilà. Et pour revenir à ce que vous disiez, c'était à un moment donné, on fait quelque chose et on ne sait pas si pour nous ça marche, mais est-ce que ça va marcher pour les autres? Et il y a un moment donné, il faut lâcher le truc et puis on se dit, mais en fait, ah ouais, ça marche aussi pour les autres. Donc, et c'est un peu un moment de vérité, je trouve, où on se dit, ah ben ok. L'essai-erreur. On lance ça dans l'univers. Oui, c'est ça. Il faut le faire lire à sa blonde d'abord. Oui, tous les soirs. Obligé. C'est un premier test intéressant. Tu guettes le regard. Non, mais on rebondit sur un truc auquel on ne pense pas quand on n'est pas auteur. En fait, on est toujours sur une espèce de ligne de crête entre la bande dessinée, c'est du dessin, quelque chose qui... Oui. Non, mais le dessin visuel. Ça peut être abstrait, le dessin. Ça peut être... bon. Donc, mais quand même, une dimension graphique et du texte. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que, en fait, le dessin et le texte, c'est de l'espace. C'est-à-dire que ce qui se traduit au cinéma, je pense par exemple à la gestion du temps, quand tu gères le temps au cinéma pour exprimer des émotions. Le silence, tu sais, la durée d'un silence. En bande dessinée, tout ça, c'est de l'espace. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que gérer le rythme, gérer les émotions, le rythme qui peut induire des émotions, ça prend de la place. Alors, tout à l'heure, tu faisais référence à en tout cas, dans Le Petit Frère, j'ai beaucoup utilisé ça, mais il y a une scène en particulier qui est la scène de la veillée du corps. C'est-à-dire qu'en gros, on ramène le corps, on est en Bretagne, à l'autre bout de la France, on doit ramener le corps dans le sud chez nous, et c'est pendant l'été, en plein mois d'août, les gens sont dispersés partout aux quatre coins de l'Hexagone, et il faut leur laisser le temps de revenir, et en plus on arrive un week-end, donc il n'y a pas d'enterrement le week-end, tout ça. Donc bref, il y a le cercueil qui est chez mon oncle, en l'occurrence, et là les gens viennent défiler, un truc qui se fait plus maintenant. Mais les gens viennent présenter leurs condoléances, etc., etc. Et c'est une scène qui a duré, dans la réalité, 4 jours, quelque chose comme ça. Donc c'était interminable. Moi, j'ai un souvenir de ça totalement interminable, parce que tu es juste après le décès, tu es dans un état... Tu sais plus où tu habites du tout, vraiment. Tu sais plus quel est le jour, quelle est la nuit. Enfin, c'est une espèce de chose indifférenciée comme ça, très très bizarre, comme ça, très cotonneux, voilà. Et moi, je voulais rendre compte de ça. C'est ça qui m'intéressait comme émotion. Et en fait, il m'a fallu 40 pages pour rendre compte de ça, de cette émotion-là. Et je pense que je suis arrivé parce que tout le monde me parle de cette scène-là. En me disant, oui, il y a très peu de dialogue. Oui, il y a très peu de dialogue. Et c'est une scène, par exemple, que j'ai construite entièrement dans le désordre. C'est-à-dire que j'ai dessiné des cases ou des demi-pages ou des tiers de pages dans lesquelles j'ai dessiné un moment que je voulais représenter, qui était pour moi représentatif de ce truc-là. Un échange de regards, un moment au milieu de la nuit, tu vois, voilà. Bon. Et une fois que j'ai eu fait ça, ensuite, j'ai assemblé ça pour en faire cette scène-là. Voilà. Et en fait, j'avais déjà utilisé ce processus-là d'une autre façon dans le tome 2 d'Extase, où j'ai une scène, la scène finale, qui fait 70 pages. Et qui est une scène presque muette de 70 pages, où là, l'idée, c'est des doubles pages en plus. Je voulais amener le lecteur avec moi, pour le mettre dans l'émotion, on est bien dans le sujet là, du truc, pour lui l'amener dans l'émotion qui était la mienne la première fois que je suis allé dans un club échangiste.
tu es un peu perdu, tu n'as pas tes repères habituels, tu es là, où est-ce que je suis, comment ça marche, etc. etc. Et ben, j'ai fait une scène de 70 pages pour ça. Et tu vois, quand je disais tout à l'heure, tous les moyens de la bande dessinée, ben, ça fait partie de ça. Le nombre de pages aujourd'hui, avant, on était 46. Moi, j'ai débuté ma carrière, on faisait 46 pages couleur, point barre. Alors maintenant, Dieu merci, on a autre chose. Donc ça fait partie des moyens. Et ça fait partie des choix que tu dois faire de voilà. Je voulais juste ajouter une chose, parce que Jean-Louis a dit que la bande dessinée, c'était l'image et le texte, mais il y a des BD qui n'ont pas de texte. Oui. Ah, oui. Mais c'est ça. Mais je pense que la BD est non, mais le j'ai texte. fait un parole d'ange. Oui, je voulais préciser pour le. Je sais que tu le sais. Mais c'est intéressant de voir, bon, ralentir certaines scènes, aller vraiment dans les détails, la gestion du temps. Tu as parlé aussi de faire vivre une émotion, d'être de ta perspective. Tu t'es beaucoup dessiné. Tu as dessiné l'interaction avec ta mère. Puis je pense que ça génère aussi beaucoup d'émotions, l'interaction avec les autres dans la bande dessinée. Puis Martin, je pense à un certain moment donné, dans la bande dessinée, les émotions viennent surtout de l'interaction entre les personnages, bien plus que quand le jeune Simon il est tout seul à vivre quelque chose. On va beaucoup plus projeter des émotions quand il va parler à sa petite copine ou quand il va parler à son oncle. Donc, je veux savoir comment tu as travaillé ces interactions-là. Est-ce que pour toi, c'est une façon justement d'aller chercher davantage d'émotions dans la lecture? Oui, alors, en fait, pour revenir un peu à la technique, moi j'ai toujours imaginé des scènes, des enjeux, des moments, et j'ai vraiment cherché à mettre le moment de dialogue le plus tard possible pour pas que ce soit bavard en fait, parce que vu que je montre très peu, je dois dire, et comment dire comment l'exprimer sans trop le dire. Et pour ça, en fait, c'est ce jeu où chaque ligne de dialogue doit parler du personnage, doit parler de la situation, doit faire avancer l'intrigue. Enfin, il y a plein de strates comme ça, de choix de mots. Et oui, c'est clair que du coup, des fois, je quitte le monde du texte pour arriver sur des images muettes, abstraites, mais je peux pas durer trop longtemps parce que ça peut être difficile à comprendre. Au bout d'un moment, je pense que le texte, justement, me permet de raccrocher les wagons et d'y aller. Et en fait, vu que j'ai lu assez peu de bouquins en termes visuels, moi j'écoute beaucoup les livres, donc je suis beaucoup à l'oreille, donc je suis beaucoup au rythme. Donc c'est comme ça aussi que je m'autorise aussi à écrire et à construire mes récits, oui. Ouais, ça passe par le langage parlé, en fait. Ouais. Est-ce que tu te sens un cousinage quelconque avec Chris Ware? Alors, on m'en parle beaucoup. On m'en parle souvent. Je pense que oui, il y a ce jeu de flèches, de schémas comme ça, peut-être même de thématiques. Mais je pense que Chris Ware est quand même à un autre étage. Je ne suis pas un cousin, peut-être très très lointain. Il est plus vieux, tu veux dire. Non, mais même au niveau technique et tout ça. Moi, je sais qui je suis. Hein. Il reste quelques minutes. Je voulais juste vous demander, en terminant, pour conclure, est-ce que vos propres dessins vous génèrent de l'émotion? Est-ce que quand vous créez, ça vous arrive de pleurer, d'être mal à l'aise, de devoir arrêter parce que c'est trop? Est-ce que vos propres dessins vous génèrent de l'émotion? Boum. Non, ça me fait du bien. Ben oui. Me mettre à pleurer en dessinant quelque chose de triste, je pense pas. C'est pas le dessin qui me fait pleurer, en tout cas. C'est pas je regarde mon dessin et je fais « Oh, c'est tellement bon et tellement réussi! » Non. Peut-être que l'action de le faire, si je parle de quelque chose d'extrêmement personnel, je disais ça tantôt à des clients à ma table, je dis que La Méduse, c'est probablement mon livre le plus personnel. Je trouve ça drôle, j'ai fait 9 ans de boomerie, c'est des anecdotes véridiques sur ma vie et mes enfants et mon conjoint. C'est de l'autobio, finalement, mais c'est pas comme ma vie, c'est des tranches de vie. Tandis que là, c'est vraiment plus sur, justement, l'émotion. On est dans la thématique. Fait que ça file plus personnel. J'ai l'impression que ce livre-là est plus moi que les autres. Puis je me contredis, puis là, les clients sont perdus. Mais oui, bon, c'est sûr, mais ça me fait du bien. Fait que ça me fait pas pleurer, c'est comme un exutoire, un soulagement, en tout cas ce livre-là. Puis j'avais du plaisir aussi. Fait que non, j'ai pas pleuré. Je me suis pas faite moi-même pleurer. Sauf qu'en le faisant, je me disais, les gens vont pleurer.
Je pense que je réussis. Martin, est-ce que tes dessins, est-ce que ton œuvre te génère d'émotions? Alors, j'essaie en train de réfléchir à ça. Alors, le parcours du livre est assez long, donc j'ai écrit à un moment donné, puis après je l'ai réalisé, je l'ai mis en scène et tout ça. Cette partie-là était assez longue, donc il y a toujours cette recherche de justesse à un moment donné, de bien transcrire ce que je voulais transcrire, mais je pense que je suis assez... ouais, non, j'ai pas... C'est correct. ouais. Peut-être de la frustration de tous les petits détails. Il y a d'autres émotions que l'émotion, juste la tristesse. Oui, oui. La colère. Mais c'est intéressant. Puis aujourd'hui, est-ce que quand tu l'as relu, est-ce que ça t'a... Des fois, Ça fait longtemps que j'ai pas... Non, enfin, On lit rarement nos propres livres une fois qu'on a regardé l'épreuve puis qu'on s'assure qu'il n'y a pas de faute ou en tout cas qu'on n'a pas vu rien. Les couleurs sont belles. On ne leur lit pas. En tout cas, C'est pas vrai. Non. Moi, ça T'as-tu lu tes... moi, je lis pas mes livres. Oui, ça Non. m'arrive longtemps après. Oui, c'est ça. Je pense mais qu'il faut longtemps après, mais plusieurs années après. Ça fait pas assez longtemps que je fais de la BD Ah, d'abord. Jean-Louis, est-ce que ça t'arrive de pleurer en dessinant? Non. Alors, en dessinant, non. Heureusement, parce que... non, mais parce qu'il faut avoir... Quand tu dessines des trucs, je pense que c'est la même chose pour Boom, mais quand tu dessines des trucs comme ça, très, très intenses, comme Le Petit Frère, il ne faut pas que tu sois dans le... Tu ne peux pas être en train de te liquéfier sur ta table toute la journée, c'est pas possible. Il y a une distance narrative qui nous est imposée par le fait que ce qu'on veut, c'est raconter quand même la meilleure histoire possible. Donc il faut avoir cette distance-là, heureusement. Moi, ce qui me procure une grande émotion, c'est le fait d'avoir fini une page le soir. Ça, j'avoue que quand je regarde ma page le soir, je me dis, une de plus. C'est bon. Ça, c'est de la fierté. Voilà. Non, c'est de la satisfaction profonde d'en avoir fait une de plus. Bon, ça, c'est clair. Parce qu'il faut que j'en fasse une par jour. Bon, voilà. Donc, ça. Après, moi, j'ai eu... ça m'est arrivé de relire Magasin Général et de pleurer en lisant mes propres BD, je suis désolé, à certaines séquences très précises, qui sont des séquences dans lesquelles, quand on les a écrites avec Régis, on était vraiment dans l'émotion. Et à ces séquences-là, à chaque... Mais finalement, c'est pas nécessairement le livre qui fait pleurer, c'est le souvenir de l'émotion derrière. Je sais pas. Je le sais pas. Personne je ne le dit, sais pas, personne ne mais sait. je t'avoue que voilà. Et sinon, après, ça dépend de quelle émotion on parle. Parce que moi, par exemple, là, tu vois, j'ai fait hier, j'ai commencé un dessin de commande, qui est un dessin de commande pour Extase. Quelqu'un qui m'a demandé un dessin sur Extase. Et j'avoue que ça m'a provoqué une petite émotion, mais pas de tristesse, tu vois, de faire ce dessin-là. C'est un dessin très... voilà. Une émotion. On a compris. Ça m'a mis joyeux, quoi. Tu vois. Ben, tant mieux. Mais c'est intéressant parce que ça revient au début de dire que c'est la projection de quand... Parce que les émotions, c'est pas forcément que la tristesse. Mais Oui. complètement. Bon. Ouais. C'est Voilà. ce qui clôt cette magnifique table ronde. Merci beaucoup d'avoir été là. Boum, on te retrouve dans la section A. Oui, je suis à la table A2, donc la première tente sur Roi, fait que c'est loin. Puis j'ai une séance de dédicace chez Pau Pau qui sont aussi dans le A, c'est A10, fait que trouvez-moi dans le A. Je suis là jusqu'à 8h, 20h ce soir. Martin, on te retrouve B11. B11. Oui. Et Jean-Louis? Je sais pas, quelque part. Chez Castelnau. Chez Gallimard, à la librairie Gallimard. C'est quoi A7. Voilà. Voilà, c'est marrant parce que A7, c'était le nom de la section de, quand j'étais au lycée, la section dessin. Ah? Ouais. Des Comme souvenirs. La spécialité dessin, c'était On va avoir A7. des émotions de l'ordre de l'adolescence. Voilà. Désolé encore pour les petits soucis techniques. J'espère que vous avez pu voir un peu la couleur des choses dérouler en deuxième partie de cette discussion. Mes excuses, la technique nous dépasse parfois. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci.